Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Je retrouve avec plaisir cette semaine les invités à l'honneur à Il était une fois un livre, Anne et Laurent Chammassard, pour parler autour de leur livre Libraires envolés, édité à la bibliothèque. Bonjour Anne et Laurent. Bonjour Nathalie. Bonjour tout le monde. Je voulais vous demander, dans votre livre, à certains moments, certains passages de votre livre, vous coupez la page en deux et vous avez sur une même page deux récits qui, comme s'il y avait un dialogue entre les deux colonnes en fait. Donc j'imagine que c'est chacun de vous qui parle, alors que vous êtes dans une écriture à quatre mains, j'imagine, comme dans votre précédent roman, les 1000 et 10 000 pas, voilà, pour lequel je vous avais reçu chez Vibration Édition. Là, vous avez par moment cette double écriture. Est-ce que c'est parce que vous êtes dans une appréciation différente de la situation et que chacun apporte son... Tout à fait. Alors c'est une question qui est intéressante au point de vue de l'écriture et du fait que nous écrivions à quatre mains, en tout cas à deux, en duo. Dans le cas par exemple de 1000 et 10 000 pas, qui était un roman où la narration se faisait à la troisième personne du singulier ou du pluriel, avec des descriptions d'un narrateur omniscient, comme il est convenu de dire pour les analyses littéraires. Cette écriture mêlée ne posait pas de problème. On parvenait, en mêlant nos voix, à parvenir à une seule et même voix qui était inédite, et voilà. Par contre, dans un récit, c'est plus problématique. On parle au nous, et en effet, nous sommes très proches. Tout ce que nous avons vécu, nous l'avons vécu ensemble. Donc il y a un nous qui existe réellement. Néanmoins, on ne peut pas nier que nous avons deux corps différents, deux cerveaux différents, et naturellement des perceptions qui sont différentes, et aussi des façons d'être perçues qui sont différentes, ne serait-ce que parce que Laurent est un homme et que moi je suis une femme. Et donc il nous a paru intéressant, étant dans le domaine du récit, de scinder ce nous, qui est une création, et de le scinder et de remettre sur la page la dualité, le fait d'être deux et d'être différents et de avoir des ressentis différents aussi. Différemment. Ce qui fait que ça donne une typographie assez originale et inédite en colonnes, et qui permet aussi de dynamiser le texte et de vivifier la narration. En sachant que vous ne précisez pas qui dit quoi. On voit deux voix, il y a deux voix différentes, oui, mais à aucun moment, en haut de la colonne, on met Anne ou Laurent. Enfin, je veux dire. Est-ce que vous avez pensé qu'il y avait un côté qui était réservé à l'un et un côté réservé à l'autre? Non. Alors, le seul indice qu'il puisse avoir, c'est l'accord des adjectifs. Voilà, l'accord des adjectifs, ou bien si on est directement prise à partie par une femme dans un train en Inde et qu'elle parle de robe, on va savoir que c'est moi qui lui réponds. Ensuite, oui, on a sans la mentionner clairement, il y a un côté qui est le mien et un côté qui est celui de Laurent. Mais assez flou pour que, il n'y ait encore pas de dissociation dans le fait que nous soyons deux. Alors en fait, il y a parfois, effectivement, on ne peut pas voir lequel de vous deux parle. Par contre, dans l'histoire du train, là, effectivement, on sait qui parle, puisqu'il y a des références aux vêtements. Donc, on imagine... je ne pense pas que Laurent est allé jusqu'à s'habiller en jupe, en Inde, pour passer inaperçu. Oui. Donc, c'est là on peut savoir lequel de vous deux parle. Oui. Mais à d'autres moments... et ça, c'est intentionnel. Tout à fait, oui, c'était intentionnel. Et également, on s'en est servi dans cette fameuse rencontre avec l'ami Grigol pour
multiplier les points de vue et faire qu'en fait la parole soit assez cinématographique et que on voit l'action en image comme vue au travers de 2 points de vue qui filmeraient l'action. Oui. Donc, c'est assez difficile à exprimer, mais quand on le lit, Non, mais c'est vrai que quand on le lit, voilà, il y a cette, je veux dire, on a les images en tête, quoi. Voilà. On a voulu utiliser cette disposition en colonne, oui, de façon presque cinématographique, avec 2 caméras qui se braquent sur la même scène, ou alors 2 acteurs qui feraient part de leurs différents rôles. Mais après, il y a aussi des différences de ressenti, de choses comme ça. On s'est amusé à décrire deux côtés du bus. Anne décrit le côté gauche parce qu'elle est à gauche, et puis moi je décris le côté droit parce que je suis à droite. Ou des choses comme ça. Mhm. Et puis, on n'a pas la même mentalité, comme Anne disait tout à l'heure. Et, Oui, les on ne ressentis. regarde pas les mêmes choses, oui. etc. Mais c'est vrai qu'au contraire du roman que vous aviez écrit auparavant, où vous pouviez rester nous tout le long du roman, là, c'est vrai que vous avez rajouté cette petite différence dans le procédé d'écriture, quoi. Oui, c'était important aussi parce que dans le récit, c'est important, dans un récit, de visualiser plus ou moins la personne qui parle. Et donc de bien voir que quand même, au-delà de ce nous qui en fait cherche l'unité, bien qu'il y ait 2 personnes, mais on cherche la fusion totale, eh bien il y a quand même 2 personnes et que visuellement ce soit plus visible. Et c'est aussi quelque chose de très important dans le voyage d'avoir été 2. Ça nous a énormément aidés. Oui, et puis ça permet aussi d'avoir 2 perceptions. Oui. Vous voyez plus de choses à 2 que seul, et puis les interprétations, les ressentis, ça enrichit forcément le récit. D'être 2 et en plus hommes et femmes, quoi. La présence à 2 était bien sûr fondamentale et utile pour le voyage. Après, d'un point de vue littéraire, la technique d'écriture à 2 est vraiment au centre de notre projet. On peut prendre les choses de plein de façons différentes, mêler les voix comme on pourrait le faire ou comme on l'a déjà fait dans un roman, dichotomiser ces voix de façon à utiliser les ressentis ou les points de vue de chacun des 2. D'autres techniques encore à venir. Oui. Là, pour la disposition en colonne, déjà se prêtait vraiment au récit et aux différentes perceptions qu'on peut avoir d'une même situation. Et puis c'était quelque chose qu'on n'avait jamais rencontré dans la littérature, ni dans la littérature de voyage, ni dans la littérature tout court. Donc on trouvait que c'était fécond et nouveau de... Oui, une manière de singulariser un petit peu le récit, ou le récit de voyage moderne. Exactement, oui. Et puis l'écriture à 2 a déjà été pratiquée au fil des siècles de littérature qu'on a derrière nous. Les configurations sont quand même différentes parce qu'on peut imaginer un cas comme celui d'Erckmann et Chatrian, par exemple, où l'un prend la plume et l'autre administre plus la carrière littéraire de l'ensemble, ou alors une relation d'exploitation comme Colette et Willy, où Willy dit, Colette écrit et Willy signe. Oui. Ou alors quelque chose qui est plus qui s'apparente plus à notre cas, c'est la collaboration des Goncourt, qui elle est plus de l'ordre de la fusion et de l'écriture égalitaire, c'est-à-dire que l'un ne fait pas et l'autre administre, ou l'un n'ordonne pas et l'autre fait. Mais c'est vraiment un cas qui nous intéresse et qui nous parle, car chacun a mis le doigt dans l'encrier et les 2 ont vraiment cherché à dialoguer tout en construisant une œuvre commune. Voilà. Oui, vous êtes vraiment dans le nous. Oui, je pense que c'est très lié à l'amour tout simplement, et que c'est une recherche amoureuse qui s'appuie sur la littérature, qui cherche à matérialiser l'union dans la voix. Et dans l'écriture. Voilà, et dans l'écriture, oui. Alors, une question un peu moins romanesque, je dirais, c'est que donc là, en l'occurrence dans ce tome Bangkok-Damas, vous nous avez dit en début de semaine que ça s'était à peu près étalé sur 3 années. Je me dis, comment est-ce qu'on peut faire pendant 3 ans comme ça pour vagabonder d'un pays à un autre,
financièrement parlant? Bon, c'est très trivial comme question. Hein, c'est une question qui est récurrente parce que le problème de l'argent se pose à tout le monde. Et elle vient naturellement à la bouche quand on a affaire à une errance comme ça de plusieurs années. Dans notre cas, c'était un peu particulier, déjà parce que notre budget était tout ce qu'il y a de plus limité. Et deuxièmement, parce que, pour revenir sur la genèse du livre, donc Libraires envolés, le voyage n'a pas du tout commencé par un plan d'expédition bien défini, avec un début, une fin, une durée déterminée a priori, non. Ça s'est vraiment déclenché au fur et à mesure, et le voyage a pris la place d'un projet qui était l'ouverture de la fameuse librairie de Bangkok. Pour ouvrir cette librairie, nous avions non seulement des livres, mais nous avions aussi un petit capital, on pourrait dire, qui aurait servi, si la librairie avait été ouverte, qui aurait servi à lancer l'affaire et puis à attendre de générer vraiment des fonds en espèces sonnantes et trébuchantes. On était parti de France en vidant nos tiroirs, en vendant nos affaires, en bazardant la voiture, en se défaisant de tout ce qui pouvait avoir une valeur et qui n'en avait plus à nos yeux. Donc on avait un petit pécule qui nous aurait servi à faire venir plus de livres pour ouvrir la bouquinerie et qui finalement nous a aidé à voyager. Voilà, à amorcer le voyage. Et puis après, au fil de cette errance, notre vie a changé, les pays qu'on a traversés ont changé, les niveaux de vie, le coût de la vie, et même le coût des visas, etc. On a vécu de façon différente. Par exemple, en Asie centrale, on a fréquenté quotidiennement l'Institut français d'études sur l'Asie centrale pour écrire le roman historique 1000 et 10 000 pas. Donc là, on était dans une démarche très différente encore. Et voilà, d'une démarche plus laborieuse, plus posée. Et on a eu la chance, à certains moments, notamment en Géorgie, encore une fois, pays très accueillant, on pouvait rester très longtemps et on avait des conditions de vie vraiment facilitées, on logeait chez l'habitant et on avait beaucoup d'amis à l'Institut français qui nous ont permis de donner quelques cours, de faire quelques traductions, etc. Afin de réussir à générer un peu d'argent pour repartir quand il y en avait besoin. D'accord, donc, et tout ça pendant 3 ans, enfin, pour ce tome-là. Oui, pour ce tome-là. Oui, parce que vous êtes ici aujourd'hui, oui. Donc on peut légitimement se dire qu'entre Damas et ici, il s'est encore passé quelques périples. Oui, et ben, 10 ans, en l'occurrence, 10 ans de périple, parce que la partie asiatique, là, qui est subsumée sous le terme de Libraires envolés, de Bangkok à Damas, a duré 3 ans. Mais le voyage général a duré, en tout et pour tout, 13 ans. 13 ans. Donc il y aura très certainement des tomes qui seront, eux, consacrés à l'Afrique et plus tard à l'Amérique. Voilà. D'accord. Donc, en fait, le voyage continuera. Le voyage continuera. Et donc, les anecdotes, voilà, le récit de voyage, ça sera sous cette même forme. Enfin, oui. Dans le format, oui. Ça sera chez les mêmes éditeurs, sous la même collection, donc aux éditions de la bibliothèque, collection d'écrivains voyageurs, dans le même format, très, très élégant, dont on est accoutumé avec Jacques Damade et la bibliothèque, des livres très, très jolis, très élégants, très chics. Et un format court, une promenade, quelque chose qui prend par la main et qui nous emmène, mais sans lourdeur. Voilà, des chapitres qui sont courts, comme le disait Laurent en début de semaine, des anecdotes qui permettent de rimer, d'émailler et de rythmer le récit. Voilà, ce sera le même format, néanmoins, donc on sera dans un lieu différent, on sera en Afrique, il va se passer des choses différentes et aussi le ton, l'écriture va se transformer, comme se transforme le voyageur après tant d'années d'errance et tant de choses connues et
des nouvelles choses. Et puis changement de continent, changement de culture. Oui. Enfin, tout est transformé. Passer de l'Asie à l'Afrique, j'imagine que on n'a pas du tout affaire aux mêmes ambiances, régimes politiques, qui peuvent des fois conditionner le quotidien aussi des habitants, quoi. Mais c'est en fait passer d'un pays à l'autre, c'est une remise en cause perpétuelle. Et c'est surtout comprendre que si l'on voyage, c'est avant tout par un souci de connaissance qui sans doute a sa source dans un amour immodéré de la terre et de ce qu'elle est. Et de l'autre. Et aussi de ce qu'en font les êtres humains. Mais c'est une remise en cause perpétuelle, puisqu'on ne va pas forcément vers la facilité, on va peut-être même vers la difficulté ou vers ce qui peut blesser. Et se rendre compte de ça, puisqu'il aurait été bien plus facile de rester à Bangkok, en Asie du Sud-Est. Et se rendre compte de ça aussi dans le voyage, c'est aussi comprendre l'évolution et la démarche qui finalement est une démarche existentielle, puisque c'est un élan qui était irrépressible et qui était trop profondément ancré en nous, qui ne peut pas ne pas faire sens à... Que vous ne pouviez pas réfréner, quoi. Tout à fait. Et de revenir après toutes ces années comme ça d'errance, de redevenir sédentaire, je dirais, et plus des nomades, ce n'est pas trop... ça correspond à une période donnée, c'est pas trop compliqué de sédentariser comme ça? Non, ce n'est pas compliqué. C'est très étonnant. Moi, je n'aurais jamais cru qu'on pourrait se sédentariser, rentrer en France. Il ne faisait pas de doute pour nous que nous ne rentrerions jamais en France et que ce mouvement perpétuel continuerait tout le temps. En effet, ça répond aussi à un désir, une évolution, le besoin de mettre en forme ce matériau immense qu'on a glané tout au long de ces années et dans ces pays différents, à la rencontre des gens et des univers, de mettre en forme tout ceci, de le transmettre aussi. Et voilà, c'est pour ça qu'on est rentré en France, pour la littérature, pour rencontrer nos éditeurs, nos lecteurs, et aussi découvrir ce pays qui est formidable. Et puis surtout nous faire partager, tout ça, parce que c'est vrai que quand on n'est pas soi-même voyageur, ça ne veut pas forcément dire que l'altérité n'existe pas ou que l'autre n'existe pas à nos yeux. Il n'est pas donné forcément à tout le monde de pouvoir voyager. Donc c'est grâce à des gens comme vous, enfin des voyageurs dans l'âme comme vous, qu'on peut arriver aussi à découvrir qu'au Pakistan, on serait estampillé buveur d'alcool. Et c'est aussi pour ça qu'on a vraiment axé sur des anecdotes qui permettent surtout de mettre le point focal sur les autres et sur les personnes qu'on a rencontrées. En parler parce qu'en fait elles nous ont donné quelque chose, bien qu'elles n'en aient pas forcément eu conscience. Mais même si c'était très précaire, etc., ils nous ont donné quelque chose et c'est une sorte de retour en fait. Oui, et puis c'est une manière de les faire vivre une deuxième fois ou de les faire vivre, enfin, en les inscrivant comme ça dans l'écriture, de les immortaliser, quoi. Donc c'est un beau retour. Même si peut-être ils n'auront jamais l'occasion de lire votre livre. Il est à Bangkok. À la librairie française de l'Institut français de Bangkok qu'il est disponible. Alors forcément, ce seront les Thaïs francophones qui le liront. Il est également à Tbilissi. Alors encore une fois, ce seront les Géorgiens francophones qui le liront. Mais néanmoins que... Mais il a quand même voyagé aussi. Il continue son voyage. Oui, il est en train de voyager. On espère qu'il continue son voyage. Bon, bien écoutez... on en reste là pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour notre dernière journée de la semaine. Et puis, on va encore demain chercher quelques anecdotes à mettre, pour mettre en bouche le lecteur et l'auditeur. En attendant, un peu de lecture en musique, comme d'habitude, comme le veut le format. Et je vous dis à demain. À demain. Anne et Laurent Chammassard, libraires envolés. Vous êtes amoureux ? Questionna-t-il. Moi aussi, se mit-il à raconter. Quelques années auparavant, il avait une petite copine,
Manor, qu'il aimait depuis l'enfance, tant et si bien que le mariage coulait de source dans leur tête. Mais quand Asmatullah était entré à l'université, son beau-père comprit qu'il en aurait pour plusieurs années avant de pouvoir faire vivre une famille. Ce fut un meilleur parti qui fut choisi, un cousin qui possédait une épicerie. Aujourd'hui, Manor était 3 fois mère. Asmatullah l'avait revu une fois, de loin, sans lui parler. 2 ans plus tôt, Asmatullah s'était rendu à Quetta, dans l'ouest du pays, puis de là à Dalbandine pour la frontière iranienne. Ici, il avait donné l'intégralité de ses économies à un conducteur de poids lourd pour se cacher dans son chargement et passer les frontières. Le chauffeur prit l'argent, fit grimper Asmatullah entre ses caisses. Le camion pénétra en Iran. Le clandestin traversa en 4 jours le territoire des ayatollahs, passa, toujours dans son camion, la frontière turque, fut, autrement dit, au seuil de l'Europe, où il ne désespérait plus d'arriver, comme il en avait formé le projet. La douane des environs d'Ankara le dénicha lors d'un contrôle volant, par pur hasard, et le réexpédia à la frontière iranienne, où il fut pris en charge par la douane de ce pays, qui le réexpédia à la frontière pakistanaise, où il fut pris en charge par la police de ce pays, qui le réexpédia à Peshawar, où les autorités de cette ville le prirent en charge, en l'assignant à résidence pour plusieurs années. Qu'étudies-tu ? Asmatullah suivait des cours d'économie à l'université. Et après, qu'allait-il faire ? D'avance, il savait qu'il ne pourrait rien faire. Dixit l'étudiant pakistanais, les branches des sciences humaines, sciemment minorées dans les cursus universitaires par la politique islamique du pays, ne mènent à rien. Ceux qui décrochent leur diplôme en langue, histoire, sociologie, savent tous qu'ils n'obtiendront jamais de poste. Dans tous les anciens étudiants que je connais, seuls ceux qui ont fait des études de médecine ou d'infirmerie ont trouvé des emplois correspondant à ce qu'ils ont appris. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.